avec Jean-Jacques, nous allons reprendre le cycle laïcité, une valeur universelle. Nous avions fait une petite parenthèse la semaine dernière pour présenter la revue de la Fédération nationale de la libre pensée, La Raison, et également la revue du groupe Fred Zeller, Front laïque. Donc nous reprenons aujourd'hui notre cycle, la laïcité, une valeur universelle. Donc juste avant de donner la parole à Jean-Jacques, pour bien préciser un point, la Révolution française, c'est tout sauf un grand soir le 14 juillet 1789. C'est une période qui s'étend sur un bon siècle, qui a vu des avancées et des reculs, des périodes de réaction et des périodes de révolution. Et puis aujourd'hui, Jean-Jacques va évoquer l'une de ces périodes de révolution, en particulier 1848. Jean-Jacques. Merci de me donner la parole. Donc, un petit rappel historique. Donc, de 1830 à 1848, la France est sous le règne d'un roi, Louis-Philippe, qui s'intitule roi des Français. Différence avec les précédents qui étaient rois de France. Roi des Français, donc il est arrivé à la suite des mouvements de juillet 1830. Il règne donc en 1848 encore avec Guizot comme Premier ministre. Et on peut se demander pourquoi je fais cette étape dans le temps entre la Révolution française et la Commune de 1871 et puis les lois de la fin du XXe siècle. 19e siècle. Pardon, j'ai dit du 19e, merci. Il y en a un au moins qui est attentif. Cela peut sembler arbitraire de faire cette coupure entre l'Antiquité puis la Renaissance et ensuite les Lumières, mais dans l'histoire humaine, cette période marque une étape importante puisque les historiens vont appeler 1848 le printemps des peuples. Cette période agitera d'ailleurs toute l'Europe, mais je me limite à la France. Donc entre 1800 et 1850, il y a une continuité et une évolution de la société. Des idées, les mouvements sociaux reprennent de l'ampleur, les arts, la peinture, la musique, la littérature voient apparaître de nouvelles formes d'expression, les sciences permettent à l'industrie de se développer, et des penseurs, des philosophes, mais aussi des hommes politiques font émerger de nouvelles conceptions de l'organisation sociale humaine. Je citerai Proudhon, Fourier, Ledru-Rollin, Garnier-Pagès, Arago, mais aussi des gens qui se réclament du communisme, comme Cabet, Blanqui, Flora Tristan, puis Karl Marx et Engels. En France, dans cette période de 1848, une campagne de banquet est organisée contre Guizot par des républicains et des libéraux. 70 banquets dans toute la France. Et celui du 25 décembre 1848 à Paris rassemble 1800 convives, dans la rue d'ailleurs, qui écoutent Odilon Barrot réclamer des réformes et l'abaissement du cens électoral. Le cens électoral, je le rappelle, qui ne permettait qu'à une partie riche de la population de voter. Guizot veut interdire le banquet du 23 février 1848. La garde nationale refuse d'intervenir et de tirer. Guizot est démissionné par le roi. Le peuple fête son départ, mais en manifestant l'armée tire sur la foule et il y a 52 morts. C'est l'insurrection. Le lendemain, Louis-Philippe abdique, le 24 février 1848. Et là, on voit apparaître donc ces personnages que je vous citais, Ledru-Rollin, Lamartine, c'est le poète, mais c'est aussi un homme politique, Louis Blanc, Albert, se regroupent ensemble, donc sont deux courants de pensée, se regroupent au cri de « Vive la République ». Un gouvernement provisoire installe la République, mais le 16 avril, le même gouvernement provisoire réprime une manifestation ouvrière. La réprime dans le sang, c'est l'armée qui tire. Le 23 avril, 880 députés sont élus et forment une assemblée constituante qui, le 4 mai, proclame au Palais Bourbon la Deuxième République. Le 27 avril 1848, Victor Schœlcher a fait abolir par la loi, l'esclavage après 20 ans de lutte pour cela. En juin 1848 toujours, la fermeture des ateliers nationaux entraîne une révolte ouvrière. Il n'y a plus de ressources. Il y a des barricades que Cavaignac, qui est le ministre de la guerre, un général qui tue le peuple, alors Cavaignac réprime dans le sang en 4 jours, donc 4 jours d'émeute à Paris. Le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est plébiscité comme président de la République. Alors, je t'interromps, Jean-Jacques, là, juste, est-ce que tu pourrais apporter une toute petite précision pour nos auditeurs sur les ateliers nationaux? Qu'est-ce que c'était que ces ateliers nationaux? D'où ça venait?
Eh bien, c'était donc les libéraux de l'époque qui avaient trouvé le moyen de de faire travailler les pauvres, les gens sans emploi. Il y en avait beaucoup à ce moment-là, de les faire travailler, de leur assurer des ressources. Donc c'est le RSA de l'époque, mais avec une contrepartie. Mais ça assurait des ressources dans les familles pauvres, et le fait de fermer ces ateliers entraîne une insurrection. D'accord. À l'époque, on n'avait pas de prestations sociales pour les gens qui étaient au chômage. Voilà, ça n'existait pas. Hein. Voilà. Donc je poursuis, pardon. Donc le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, qui, faut pas l'oublier, à l'époque apparaît comme un peu un libéral. C'est un peu il est lié, il a passé son enfance avec les Carbonari, c'est-à-dire les sociétés secrètes républicaines en Italie qui veulent l'unité italienne. Il est resté très lié avec eux d'ailleurs. Eh bien, Louis-Napoléon donc est plébiscité comme président de la République. Bon, parce qu'il porte le nom de Bonaparte aussi, bien sûr. En mai 1849, alors le Parti de l'Ordre, donc j'introduis cet élément, le Parti de l'Ordre, c'est toute la réaction de l'époque, tous les partis c'est le parti monarchiste en fait. Ce Parti de l'Ordre emporte les législatives. Donc je rappelle, donc il y a eu une constituante en 1848, en 1849, donc c'est une autre élection, et à ce moment-là, c'est pour établir des lois. Donc le Parti de l'Ordre remporte ces législatives et l'Assemblée est présidée par un royaliste. Et dans la foulée, Louis-Napoléon fait arrêter les chefs socialistes montagnards. Il les fait arrêter le 29 janvier 1949. Montagnards, 1849, je pense. Pardon ? 1849. Tu tiens à penser au XXe siècle. Hein. Oui, décidément. Je ne veux pas vieillir. 1849, bien sûr. Donc, le terme de montagnard est repris c'est à cette époque, faisant allusion donc à la montagne qui, dans la convention de la Révolution de 1789, donc la montagne qui représentait l'aile sociale, disons gauche, on dirait aujourd'hui, du mouvement républicain. Donc, Louis-Napoléon fait arrêter ses chefs socialistes. Alors, je vous en donne pas la liste, il y en avait une trentaine à peu près. Le 15 mars 1850, M. De Falloux proclame, en présentant sa loi sur l'enseignement, « Il faut mettre Dieu dans l'éducation ». Ce qui m'amène à vous donner, et c'est savoureux, quelques extraits du discours de Victor Hugo contre le projet de loi Falloux du 15 janvier 1850. Alors, je veux prendre des extraits, ça risque d'être long, mais je vais essayer d'être rapide. Donc, c'est Victor Hugo à l'Assemblée nationale. « Messieurs, je commence par dire ce que je voudrais, je dirai tout à l'heure ce que je ne veux pas. Messieurs, à mon sens, le but, difficile à atteindre et lointain sans doute, mais auquel il faut tendre dans cette grave question de l'enseignement, le voici. Messieurs, toute question a son idéal. Pour moi, l'idéal de cette question de l'enseignement, le voici. L'instruction gratuite et obligatoire. » Alors, oui, il y a beaucoup de redondance parce que Victor Hugo, quand il prononce ce discours, est interrompu sans arrêt. Donc, il répète ces phrases. Obligatoire au premier degré, gratuite à tous les degrés. L'instruction primaire obligatoire, c'est le droit de l'enfant, qui, ne vous trompez pas, est plus sacré encore que le droit du père et qui se confond avec celui de l'État. À ce point de vue restreint, donc j'ai sauté quelques lignes. À ce point de vue restreint mais pratique de la situation actuelle, je veux, je le déclare, la liberté de l'enseignement. Oui, De Falloux se réclamait et proclamait la liberté de l'enseignement, mais derrière ça, c'était l'enseignement catholique, chrétien, tenu par les prêtres. Mais je veux la surveillance de l'État, et comme je veux cette surveillance effective, je veux l'État laïque, purement laïque, exclusivement laïque. L'honorable M. Guizot l'a dit avant moi, en matière d'enseignement, l'État n'est pas et ne peut pas être autre chose que laïque. Je veux, dis-je, la liberté de l'enseignement sous la surveillance de l'État et je n'admets pour personnifier l'État dans cette surveillance, si délicate et si difficile, qui exige le concours de toutes les forces vives du pays, que des hommes appartenant sans doute aux carrières les plus graves, mais n'ayant aucun intérêt, soit de conscience, soit de politique, distinct de l'unité nationale. J'entends maintenir, quant à moi,
et au besoin faire plus profonde que jamais cette antique et salutaire séparation de l'Église et de l'État qui était la sagesse de nos pères, et cela dans l'intérêt de l'Église comme dans l'intérêt de l'Église comme dans l'intérêt de l'État. Un peu plus loin, il nous dit « Jusqu'au jour que j'appelle de tous mes vœux, où la liberté complète d'enseignement pourra être proclamée, et en commençant, je vous ai dit à quelles conditions jusqu'à ce jour je veux l'enseignement de l'Église en dedans de l'Église et non dehors. Surtout, je considère comme une dérision de faire surveiller au nom de l'État, par leur clergé, l'enseignement du clergé. En un mot, je veux, je le répète, ce que voulaient nos pères, l'Église chez elle et l'État chez lui. L'Assemblée voit déjà clairement pourquoi je repousse le projet de loi, mais j'achève de m'expliquer. » Alors, il s'en prend au parti clérical. Nous connaissons le parti clérical. C'est un vieux parti qui a des états de service. C'est lui qui monte la garde à la porte de l'orthodoxie. C'est lui qui a trouvé pour la vérité ces deux étés merveilleux, l'ignorance et l'erreur. C'est lui qui fait défense à la science et au génie d'aller au-delà du missel et qui veut cloîtrer la pensée dans le dogme. Tous les pas qu'a fait l'intelligence de l'Europe, elle les a fait malgré lui. Son histoire est écrite dans l'histoire du progrès humain, mais elle est écrite au verso. Il s'est opposé à tout. Un peu plus loin. Et vous voulez être les maîtres de l'enseignement, et il n'y a pas un poète, pas un écrivain, pas un philosophe, pas un penseur que vous acceptiez. Et tout ce qui a été écrit, trouvé, rêvé, déduit, illuminé, imaginé, inventé par les génies, le trésor de la civilisation, l'héritage séculaire des générations, le patrimoine commun des intelligences, vous le rejetez. Si le cerveau de l'humanité était là devant vous, devant vos yeux, à votre discrétion, ouvert comme la page d'un livre, vous y feriez des ratures. Voilà, je vais passer. Là, je passe donc sur le. Oui, Jean-Jacques, là, ce que je te propose, parce qu'effectivement, ce magnifique discours de Victor Hugo qu'on aimerait entendre dans la bouche de beaucoup de nos responsables politiques aujourd'hui, il mérite d'être totalement rappelé. Je pense qu'on pourra le remettre en complément du compte rendu de cette émission sur notre site www.lpdordogne.fr. Et je note simplement un tout petit point, c'est que dans ce discours, on voit souvent apparaître maintenant le mot laïque. Donc cette notion, ce terme et de séparation. Donc ces termes, on reviendra, je pense, dans une autre émission sur ce plan de l'utilisation des termes. Mais il faut noter qu'effectivement, pour la première fois, ils apparaissent de façon tout à fait abondante. Je te laisse terminer. Oui, je termine, mais en citant un événement qui a eu lieu quelque temps auparavant. En 1841, le 22 mars 1841, donc sous Guizot et sous Louis-Philippe, une loi est votée ramenant le travail des enfants à 12 heures par jour. La loi proposée par les républicains, les libéraux à l'époque, donc ils sont dans l'opposition, voulait ramener à moins d'ailleurs. Donc cette loi vise les enfants de 8 à 12 ans. Cette loi provoque de vifs remous chez les patrons. Mais le pire a été évité, car les propositions des Républicains étaient de limiter à 8 heures. Les députés s'y sont opposés. Pour certains, elle risquait de donner des habitudes de paresse aux enfants. Nous ne voulons pas qu'ils vivent jusqu'à 10 ans sans avoir contracté l'habitude salutaire du travail. Elle risquait aussi d'appauvrir les foyers d'ouvriers. Et puis, l'emploi des enfants ne découle pas d'une sordide avarice, mais d'un acte de générosité. Donc, le législateur prévoit des exceptions à la loi pour préserver cette générosité patronale. Bon. Oui, je vais faire une petite conclusion rapide. Cette période est tout à fait passionnante. Ce que l'on peut constater, c'est que l'évolution de l'humanité, c'est un petit peu ce que je disais en introduction, c'est pas linéaire. C'est quelque chose qui se construit en dents de scie, il y a des avancées, des reculs. Et on voit là donc ce que Marx et Engels vont appeler la lutte des classes, s'exprimer dans cette période d'un demi-siècle, par la concentration de la production avec des usines, des mines, des commerces, des entreprises réunissant parfois des milliers d'ouvriers et d'ouvrières, le développement d'une conscience de classe qui amènera à la création de syndicats ouvriers et de partis se réclamant du socialisme. Et dans le même mouvement va s'exprimer, même chez ceux qui gardent des croyances religieuses, la défiance envers le cléricalisme. Et ce parti de l'ordre, ainsi que le désir de séparer la vie publique de l'emprise des clergés. Ce qui aboutira un peu plus tard à la loi de 1905. Nous y reviendrons donc dans quelques émissions. Après avoir présenté une période qui est souvent négligée dans les manuels d'histoire, la Commune de Paris,
puis les lois des années 1880, etc. Donc nous parlerons aussi de ce qui marque ce 19e siècle avec les conquêtes coloniales qui feront l'objet de séances spécifiques.